Notre invité ce matin, bonjour Linda Kebab. Bonjour. Bienvenue sur CNews et sur Europe 1. Vous êtes policière, secrétaire nationale du syndicat Unité Police. Hier, Linda Kebab s'est tenue à Lyon une marche citoyenne à l'appel de la maman du jeune Théo, ce jeune homme de 19 ans qui s'est fait violemment agresser par un groupe de mineurs alors qu'il rentrait du travail il y a de ça une dizaine de jours. Ces agresseurs étaient bien connus des services de police, des mineurs, 5 âgés de 14 à 17 ans. Interpellés, placés sous contrôle judiciaire. Comment vous expliquez, vous, si on dézoome un peu au-delà de cette stricte affaire, cette violence juvénile et comment agir pour rattraper ces jeunes perdus pour la République selon vous? Ce fait est très représentatif de la philosophie, du paradigme que l'on a en France en termes de délinquance et de violence des mineurs, puisque la politique veut depuis plusieurs dizaines d'années. On pourrait même remonter à 45 et cette fameuse ordonnance qui veut évidemment que les mineurs ne soient pas traités comme des majeurs, ce qui est tout à fait entendable, mais que les mesures éducatives doivent absolument prendre le pas sur le répressif. Sauf que nous savons aujourd'hui que tous les services publics en France sont en grande souffrance, que les discours politiques ne sont jamais suivis d'effet et que les mesures éducatives qui sont supposées voulues souffrent d'un manque de moyens, pas d'éducateurs, des aides sociales à l'enfance, nous le savons, qui sont en souffrance, des centres éducatifs fermés qui sont inefficaces avec des taux de récidive extrêmement forts, 60-70% parfois de taux de récidive de ceux qui viennent de CEF, parce que justement la vétusté, voire l'insalubrité des CEF, des activités quotidiennes qui sont plus occupationnelles que pédagogiques, l'absence de professeurs dans ces structures. Nous savons tous... Parce que M. Darmanin avait eu le courage de le dire il y a quelques mois que, par exemple, les jeunes qui sont placés dans des centres éducatifs fermés ne bénéficiaient que de 8 heures de cours par semaine, bien en dessous de ce qu'on attend. Évidemment, l'approche psychologique pédopsie est complètement à l'abandon avec l'absence même de psychologues. Déjà... Dans le milieu scolaire, par exemple, vous avez aujourd'hui un psychologue pour 2000 élèves, alors qu'il en faudrait un pour 500. Alors, je vous laisse imaginer du côté de la justice. Et puis, je parle aussi... L'écosystème de prise en charge de l'enfance, délinquante ou prédélinquante. Il est catastrophique aujourd'hui. Et donc, du coup, vous avez aujourd'hui des délinquants qui sont multirécidivistes. C'est le cas pour ce jeune garçon à Lyon, mais c'est le cas aussi pour d'autres situations et d'autres faits divers. On découvre des adolescents qui sont dans un parcours délinquant ancré, avec de la multiréitération, avec de la récidive permanente. Et malheureusement, au bout, on découvre des contrôles judiciaires avec des remises en liberté d'ados qui n'ont pas pris conscience de la gravité de leurs actes. Et puis, il y a un autre aspect aussi, la responsabilité parentale. Aujourd'hui, l'État est en incapacité de détecter les signaux faibles et de mettre en place des mesures sociales d'accompagnement des familles ou de coercition sur les parents. Et donc, de fait, ce sont des adolescents qui ne sont pas pris en charge par les parents ou qui sont des parents dépassés ou démissionnaires, mais de l'autre côté, un État qui ne pallie pas ces manquements. De fait, on se retrouve avec ce type de situation. C'est un échec collectif. Alors, autre affaire spectaculaire, le procès d'un tueur à gages de 15 ans qui s'est ouvert hier, recruté par la DZ Mafia. Il est accusé d'avoir abattu un chauffeur VTC à Marseille alors qu'il était en route pour aller accomplir justement un contrat pour le compte d'un réseau de narcotrafic. Face à de tels déchaînements de violence, est-ce que la justice des mineurs vous semble encore adaptée? Est-ce que ça vous paraît pertinent d'invoquer, dans certains cas, une excuse de minorité? Vous avez entendu Laurent Nunez, j'imagine, et Gérald Darmanin, deux ministres, la justice et l'intérieur, réclamer la suppression de cette excuse de minorité qui est ultra protégée constitutionnellement parlant. Elle est ultra protégée constitutionnellement, mais je pense sincèrement qu'elle est ultra protégée aussi pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens de traiter les mineurs comme nous devrions les traiter d'un point de vue éducatif. Et donc, de fait, pour éviter potentiellement qu'ils ne pâtissent des peines qui soient à la base... attendu pour les adultes, on a mis en place cette particularité qui parfois saute malgré tout en fonction de certains faits et l'âge des auteurs, notamment quand ils approchent la majorité. Le souci avec cela, c'est que j'entends les ministres qui disent qu'il faut revenir sur cette excuse de minorité, mais on le voit déjà, Monsieur Pavlenko, c'est que déjà dans la justice des majeurs, les décisions de justice ne sont pas à la hauteur. On a des peines qui sont prévues, vous savez, les peines maximales qui sont prévues dans le code pénal, et souvent les peines sont bien en dessous de ce qui est prévu. Et donc en réalité, on peut faire sauter cette excuse de minorité. Ok, mais est-ce que pour autant on réglera le problème? Non, on enverra peut-être des mineurs plus longtemps en prison, mais à la fin, on aura toujours cette contamination criminelle. Moi, je pense très sincèrement que le sujet est d'arrêter, notamment par un choc d'autorité
le parcours délinquant dès le plus jeune âge et mettre en place, moi j'ai travaillé dessus, on a fait une étude au sein de think tank au sein duquel je travaille, que j'ai cofondé Initiative Sécurité Intérieure, sur les très courtes peines, les ultra courtes peines non désocialisantes, qui consistent en quelques jours voire quelques semaines à enlever les adolescents de l'environnement toxique dans lequel ils baignent, le quartier, les parents, et mettre en place des mesures d'accompagnement dès leur première seconde, la première seconde d'incarcération. Alors, certains disent qu'il ne faut pas les mettre en prison. Moi, je dis juste que ce sont les fameux foyers renforcés dont parlait M. Darmanin il y a quelques mois lorsqu'il a évoqué l'échec des centres éducatifs fermés. Eh bien, qui ne sont ni éducatifs ni fermés. Qui ne sont ni éducatifs ni fermés, puisqu'il y a un taux de fugue extrêmement élevé. Mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on constate que maintenant il y a une espèce de consensus qui se dessine. Le pédopsychiatre Maurice Berger, qui vient fréquemment s'exprimer sur CNews et sur Europe 1, Béatrice Brugère, au nom de la justice, vous-même défendez cette idée, la nécessité de peines certaines, immédiates et courtes, en tout cas pour les premières infractions ou les premiers délits, quand ils ne sont pas excessivement graves. Parce qu'il y a aussi ce problème de jeunes qui arrivent devant la justice dès 13, 14, 15 ans avec des faits d'une extrême gravité. Comment vous expliquez que cette idée qui avance maintenant depuis plusieurs années, elle ne perce pas politiquement? Est-ce que vous ne trouvez pas de relais politique? Mais en fait, tout simplement, c'est exactement ma toute première phrase, c'est la philosophie judiciaire. C'est-à-dire privilégier l'éducatif sur le répressif. Or, mais n'est-ce pas ce que l'on fait déjà? Moi, personnellement, j'ai l'intime conviction, et tout parent vous le dira, c'est que parfois le répressif a aussi une vertu éducative et que la sanction a une vertu pédagogique. Quand vous dites à des adolescents de 15-16 ans qu'ils vont être frappés par des travaux d'intérêt général et que ceux-ci, faute de moyens et de personnel pour les mettre en œuvre, sont mis en œuvre 18 mois, 2 ans après le prononcé de la sanction, ça n'a plus aucune vertu. Or, si on va sur les ultra courtes peines, évidemment, moi je milite pour que ce soit dans des structures d'accompagnement, comme je vous l'ai décrit, où en fait on va prendre en charge ces jeunes adultes ou ces adolescents, de manière à ce qu'ils ne s'inscrivent pas plus longtemps dans le parcours délinquant. Parce que, monsieur, on parle là de violence des mineurs. Et je vais me permettre de faire une petite digression. Vous savez, la violence des mineurs dans notre société, on observe qu'elle augmente. Beaucoup vous diront que la délinquance des mineurs est en baisse, mais la violence augmente. Il y a la violence des mineurs, et souvent les mineurs violents sont des mineurs maltraitants, et qui sont souvent aussi des mineurs maltraités. Et on a ce sujet aussi des violences faites aux mineurs, de manière générale. Et je vais me permettre aujourd'hui de parler notamment des violences dites sexuelles, qui sont un véritable tabou dans notre pays. J'ai, le 17 janvier, appris la condamnation de M. Morandini, sa condamnation définitive. Et j'avais à cette occasion émis publiquement la décision d'affirmer que définitivement je n'irai plus sur son plateau télé. Je ne le faisais pas déjà depuis plusieurs années, dès la première condamnation, puisqu'il avait été condamné en première instance, en appel, et puis après il s'est pourvu en cassation. Et j'ai donc dit à ce moment-là, le 17 janvier, que définitivement je n'irai plus. Et l'on a vu dans les jours qui ont suivi, et notamment certaines positions qui ont été prises, notamment au sein même de votre groupe, des positions qui ont généré du débat. Je pense que la question, elle est là. La décision a été prise. Jean-Marc Morandini n'est plus sur l'antenne de CNews. Alors il a fini hier ou avant-hier par, en grand seigneur, décider de se retirer, mais malgré tout, ça a généré cette polémique et ce débat. Et ce débat aujourd'hui, monsieur, nous l'avons pourquoi? Nous l'avons parce que nous considérons que les violences faites aux mineurs, et notamment sexuelles, sont encore quelque chose de trop tabou pour pouvoir avoir des décisions qui soient consensuelles, unanimes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Disons les choses concrètement. Si demain, un animateur devait être condamné, ou un présentateur condamné pour terrorisme islamiste, nous serions tous d'accord pour dire qu'il doit être écarté de la visibilité médiatique et de cette aura qu'offre la visibilité médiatique. Or, aujourd'hui, la question de la pédodélinquance et d'une personne qui est condamnée pour pédodélinquance, eh bien, fait l'objet de polémiques. C'est bien un problème structurel de notre pays, de notre société française. On l'observe également, par exemple, dans les centres de loisirs, ou dans les CLAE, avec des scandales qui éclatent. On l'a vu notamment à la mairie de Paris, dans certaines structures d'aide sociale à l'enfance. Avec une inertie, c'est vrai, judiciaire qui est administrative. Alors qu'elle devrait jouir de la même force et la même décision d'autorité que nous le faisons depuis un peu plus de 10 ans en termes de terrorisme islamiste. Et vous ne sentez pas les choses bouger là, notamment à l'occasion de l'affaire Epstein, qui fait beaucoup parler? Beaucoup parler, mais finalement pour quelle suite judiciaire? Et je pense très sincèrement que cela passera par tous ceux qui ont une visibilité médiatique. J'ai l'intime conviction, et c'est pour ça que j'avais pris cette décision. Je suis policière, monsieur, et je suis syndicaliste. J'ai embrassé 2 missions, dont la raison d'être est de protéger les autres. Et il ne me paraissait pas convenable, en tant que policière, de donner de la crédibilité sur un plateau, de commenter la délinquance avec une personne qui a utilisé, les faits sont là, je ne fais
pas de trahison du secret de l'instruction, les débats publics ont été donnés, qui a fait usage de cette aura médiatique pour tenter de corrompre des mineurs. Donc, de fait, il ne m'était pas possible de me rendre coupable de ce type d'aura médiatique et de ensuite regarder, parce que je suis aussi une mère, et de regarder ma fille dans les yeux et lui dire que je te croirais si un jour tu as été victime. Je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie qui est franco-française, qui est ancrée dans notre société et qui mérite un véritable débat et une unanimité et un consensus. Et donc, à ce titre-là, je réponds à votre question, je pense que les choses changent, pas assez vite. Elle changera par l'audace, pas le courage, mais la détermination de ceux qui ont la parole publique à leur portée. Je dis ceux, mais en ce moment, ce sont surtout celles qui l'ont. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont eu ce courage. En tout cas, on a plaisir à vous recevoir ce matin, Linda Kebab, secrétaire nationale du syndicat Unité Police. Autre sujet, le narcotrafic, qui était une préoccupation de sécurité absolument majeure. Vous voyez que depuis plusieurs mois, le sujet préoccupe beaucoup les Français et des idées se prolifèrent. Sébastien Lecornu lui souhaite s'inspirer de la lutte contre le terrorisme. Gérald Darmanin lui plaide pour la création d'un statut de repenti à l'italienne. Franck Alizio pour le Rassemblement national réclame même l'état d'urgence, notamment dans la ville de Marseille. Vous qui êtes en première ligne, qui êtes sur le terrain, que pensez-vous de ces suggestions, de ces idées? Est-ce que vous y voyez le début d'une espèce de boîte à outils anti-narcotrafic? Alors, il y a la boîte, mais il n'y a pas les outils. Ouais. Moi, je suis un effectif qui vient du terrain. Je suis quelqu'un qui est très pragmatique et qui a non pas une approche intellectuelle, mais une approche manuelle de la question du narcotrafic. Et toutes les propositions politiques et tous les discours politiques que vous citez sont tout à fait entendables. De l'état d'urgence à Marseille à la proposition du système des repentis, tout est acceptable. Le souci, c'est que derrière les paroles politiques, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la délinquance des mineurs, eh bien en fait ne sont pas suivis d'effets. La police aujourd'hui, en France, souffre de quelque chose de profond qui impacte directement et fondamentalement, structurellement, la lutte contre le narcotrafic, c'est sa police judiciaire, c'est-à-dire la filière judiciaire, la filière des enquêteurs, ce que nous appelons dans notre jargon l'investigation. Aujourd'hui, l'investigation est en souffrance. On a voulu ces dernières années, notamment sous l'impulsion du président de la République, de mettre des effectifs de voie publique, donc du bleu, ce qui a forcément généré plus de constatations de flagrant délit, donc d'interpellations. Et donc, forcément, quand vous remplissez les geôles de la police, vous créez un système qui va engluer les services d'investigation. On a tendu le gazon sans arracher les mauvaises herbes. Absolument, si je puis dire. absolument. Et on l'a laissé repousser. Oui. Et aujourd'hui, on a des services d'investigation qui sont un tonneau de Danaïde. Et aujourd'hui, dans ce que vous citez, aucun homme politique n'aborde la question de la souffrance de la filière judiciaire. Alors, depuis l'année dernière, déjà sous le... Il y a eu cette réforme de départementalisation. Alors, oui. ça n'a absolument pas réglé les problèmes, bien au contraire, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les données techniques, mais je pense qu'il y a des réformes, et d'ailleurs même en interne, les auteurs même de la réforme disent que finalement il n'aurait pas dû aller jusqu'au bout, mais malheureusement ça s'est fait sous l'impulsion d'autorités qui ont voulu nomenclaturer des nouveaux postes pour les hauts fonctionnaires qui au final n'ont pas servi à grand chose. Mais ce que je veux vous dire, c'est recréer de l'attractivité. Aujourd'hui, les policiers ne veulent plus être des enquêteurs. Vous voyez tous ces grands films, ces films que les Français regardent où on voit des enquêteurs qui mènent de grandes enquêtes. Aujourd'hui, cela ne fait plus rêver les policiers et on a aujourd'hui un plan d'investigation qu'on attend depuis l'année dernière. Monsieur Retailleau nous avait dit l'année dernière qu'il nous donnerait en mai. Alors, moi, je pensais que c'était en 2025, visiblement, c'est en 2033, de ce que j'en crois, puisqu'il n'arrive toujours pas. Vous dites cette année 2033 au hasard, mais oui, pour l'idée que ça s'est repoussé au calendrier. Ça n'arrive pas. Oui. Alors, le budget est passé, je ne vais pas revenir dessus. Il y a, du coup, un plan d'investigation qui est écrit, notamment sous l'impulsion du syndicat Unité, notamment pour ramener de l'attractivité et donner envie aux policiers, avec des mesures pécuniaires, avec des réformes qui viendraient structurellement redonner un peu de souffle à l'investigation. Mais aujourd'hui, les textes qui permettraient la mise en application sont bloqués. Et aujourd'hui, je fais un appel à savoir pourquoi est-ce que le budget est passé et pourquoi est-ce que la mise en œuvre du plan d'investigation n'arrive pas. Et à ce titre, je vous le dis en exclusivité, le syndicat Unité saisit dès ce matin le président de la République pour lui demander de mettre en œuvre le plan d'investigation qui a été tant promis aux policiers. Alors, il y a aussi tant de choses à dire sur le métier de policier aujourd'hui, ces cas notamment de refus d'obtempérer, 27 500 l'an dernier. Alors, évidemment, on s'est intéressé à quelques cas très spectaculaires ces derniers jours. C'était loin d'être les seuls que vous avez pu statistiquement recenser. Comment on lutte contre ce fléau, selon vous, Linda Kebab ?
au-delà des refus d'obtempérer On qui revient sur le terrain augmentent, de l'éducatif, j'imagine. et il y a surtout la question du répressif. C'est-à-dire qu'il y a les refus d'obtempérer qui augmentent. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Donc le temps de cette interview, il y en aura au moins un. Mais il y a surtout l'explosion, le triplement des refus d'obtempérer par lequel les auteurs passent par une tentative d'homicide. C'est-à-dire en utilisant la voiture comme une arme. On est passé de 3 000 à 8 000 en moins de 10 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on constate, nous, sur les faits, et que nous disent également les avocats, c'est que les auteurs de ce type de refus d'obtempérer annoncent clairement que pour échapper au contrôle de police, parce qu'ils n'ont pas le permis, pas d'assurance, parce qu'ils ont bu, parce qu'ils se sont drogués, eh bien, ils préfèrent prendre tous les risques, quitte à tuer, plutôt que d'être attrapés pour des faits qui sont en réalité mineurs par rapport à ce qu'ils commettent. Et qu'est-ce qu'ils disent tous, presque unanimement, ces auteurs, c'est qu'ils savent qu'ils ne risquent rien. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. C'est qu'ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Et on le voit notamment avec des admonestations dans les cours de justice à l'égard des auteurs de ce type de refus d'obtempérer. Parce que quand il n'y a pas mort d'homme... Ils savent ce qu'ils font. Vous dites qu'ils savent ce qu'ils font. Mais bien sûr. Oui. Vous savez, il y a 1 an et demi, j'avais rendu public une affaire à Nantes d'un policier qui avait été victime lors d'un refus d'obtempérer d'un adolescent qui lui avait foncé dedans, qui l'avait traîné, avec un collègue aujourd'hui qui souffre d'une infirmité lourde, avec des pertes de mémoire. Et ce très jeune adulte, voire adolescent, je crois qu'il avait 16 ans, a été condamné à, tenez-vous bien, voiture volée, refus d'obtempérer, tentative d'homicide et blessure grave sur le policier, 35 heures de travaux d'intérêt général. Quand vous avez dit ça, vous n'avez plus rien à perdre à commettre un refus d'obtempérer et en plus à l'associer à un crime potentiel. Linda Kebab, la Cour de cassation va dire aujourd'hui si l'enquête sur la mort d'Adama Traoré peut être relancée. Alors je rappelle, Adama Traoré est mort il y a 10 ans dans une gendarmerie du Val d'Oise. Sa famille a donc saisi la Cour de cassation pour obtenir l'annulation du non-lieu qui a été prononcé en faveur des gendarmes une première fois en août 2023, puis confirmé 1 an plus tard en appel en mai 2024. Que vous inspire ce retour de cette affaire Traoré ? Moi, je pense qu'elle m'inspire surtout la frilosité du système judiciaire de manière générale, mais je pense même du monde politique face à un événement aussi dramatique soit-il, qui aurait dû être clair en termes de communication à l'égard de la population dès le début des faits, plutôt que de laisser gangréner une situation qui a permis une forme de convergence des luttes hybrides au point de mettre en péril le système aussi si important qu'est le système de justice de notre pays, au point même d'avoir fait trembler parfois, je pense, la main de certains magistrats. Lorsque des médecins en arrivent à ne pas être d'accord sur les raisons de la mort d'un individu et que malgré cela, certains n'acceptent pas les décisions de dire que les gendarmes ne peuvent bénéficier que d'un non-lieu parce que contrairement, et je tiens juste à clarifier les choses parce que beaucoup de personnes ont subi de la fake news, contrairement à ce qui est dit, ça n'a rien à voir avec l'affaire George Floyd. On a une personne qui est interpellée pour la simple raison, c'est que voyant des gendarmes, il lâche son vélo, elle lâche son vélo, enfin la personne, donc il lâche son vélo à Adama Traoré, se met à courir, donc de fait va engager les gendarmes à le poursuivre pour comprendre pourquoi est-ce qu'il tente de fuir. Ils vont retrouver dans sa poche de la drogue, ce qui peut laisser supposer les raisons pour lesquelles il a fui. Et les médecins vont dire que dans un épisode de forte canicule, de stress, de course, d'un témoin qui disait qu'il voyait déjà Adama Traoré à l'issue de cette course être complètement essoufflé, potentiellement il pourrait être mort de complications médicales qui n'ont rien à voir avec l'action des gendarmes. Et malgré cela, aujourd'hui, on en parle toujours 10 ans après. C'est donc bien qu'il y a une frilosité de justice qui a peur à tout moment de quelque chose qui s'appelle le trouble à l'ordre public. C'est le même trouble qui fait que parfois des policiers se retrouvent en détention provisoire alors qu'ils apportent toutes les garanties de représentation, mais que les magistrats décident malgré tout de les placer en détention provisoire parce qu'ils ont peur des émeutes. Merci à vous, Linda Kebab. Merci à vous. Et j'en profite juste un petit mot. Je souhaite un bon rétablissement à Madame Mabrouk. Qui va nous revenir très vite sur CNews et sur Europe 1. Merci en tout cas, Linda Kebab, d'être venue sur CNews Europe 1, policière secrétaire nationale du syndicat Unité Police. Bonne journée à vous.